Durant les premières décennies du XXe siècle, les géologues de terrain et leurs équipes multiplient les découvertes majeures dans les pays du Sud. Mais les dirigeants de ces pays, parfois à peine sortis du Moyen-Âge, sont bien entendu incapables de mesurer l'ampleur de leur richesse pétrolière quand ils négocient avec les représentants des majors. Dans les pays du Moyen-Orient et les pays producteurs de pétrole en général, ce qu'on appelle concession, en fait, c'était les accords signés ou parfois marqués de l'empreinte digitale d'un cheikh ou d'un émir par-ci par-là, pour que des sociétés étrangères viennent faire tout. C'est-à-dire, ils exploitent le pétrole de A à Z. Exploration, production, transport, raffinage, etc. Et en contrepartie, ils versaient à ces pays une certaine somme d'argent sous forme de redevances ou d'impôts. Mais au total, c'était des sommes en général ridicules. Ridicules. Pendant cette période de l'entre-deux-guerres, les majors consolident leur pouvoir tout en se livrant entre elles à une guerre acharnée. D'autant que l'abondance qui succède à la pénurie des années de guerre provoque l'effondrement des prix. C'est dans ce contexte tumultueux que les 7 plus puissantes majors du monde, 5 américaines et 2 anglaises, on les appellera plus tard le cartel des 7 sœurs, se réunissent en secret dans le cadre romantique d'un château écossais pour mettre fin à cette surenchère ruineuse. Les luttes de pouvoir entre les majors connurent des hauts et des bas. C'était comme ça. Et je crois que c'est Anthony Sampson, dans son fameux livre sur les 7 sœurs, qui cite, je crois que c'était Gulbenkian. En tout cas, il fait cette citation. Avec les compagnies pétrolières internationales, on ne savait jamais, vous savez, elles étaient comme les chats, on ne savait jamais si elles se battaient ou si elles faisaient l'amour. En 1928, Henry Deterding rassembla les dirigeants de certaines des autres majors pétrolières internationales dans un château en Écosse, dans un endroit appelé Ashnakari. En effet, la compétition était très violente sur les marchés internationaux et il y avait des problèmes de surplus dans les capacités de production de l'industrie pétrolière internationale. Et je pense que tout comme les ministres des pays membres de l'OPEP se sont réunis par la suite dans des conditions semblables afin d'essayer de réguler ce processus, le but de cette rencontre d'Ashnakari était d'essayer de contrôler la production, de contrôler l'industrie mondiale du pétrole afin que les prix restent stables et que le monde soit inondé de pétrole. C'est donc un cartel qui fut proposé à l'issue des accords d'Ashnakari. En fait, ces accords portaient principalement sur un système de quotas visant à maintenir les prix à la hausse sur les marchés clés. Pendant les décennies qui suivent, les pays producteurs du Sud vont tenter avec plus ou moins de bonheur de se libérer de l'hégémonie du cartel des 7 sœurs. Le premier en date sera le Mexique, un pays sous influence américaine, mais de tradition révolutionnaire. L'aventure pétrolière mexicaine commence pourtant sous d'heureux auspices. Dès le début du XXe siècle, le Mexique, riche en indices pétroliers, attire prospecteurs et spéculateurs, en majorité américains et britanniques. D'autant plus que le gouvernement moderniste d'alors rêve de voir se développer les ressources économiques du pays, à l'image du voisin américain. Pour encourager leur venue, il offre des avantages spéciaux aux compagnies pétrolières, comme la suppression des taxes à l'exportation ou l'exemption partielle d'impôts sur le capital investi. Dans un premier temps, cette politique de porte ouverte permet le développement de la production pétrolière à un rythme vertigineux, amplifié par la découverte de nombreux gisements géants. Les majors, qui se conduisent comme en pays conquis, connaissent alors leur âge d'or. Mais la révolution mexicaine de 1913 à 1917 provoque un bouleversement dans les relations entre le gouvernement et les compagnies pétrolières, qui voient leurs privilèges remis en cause. La formation de la Confédération des travailleurs en 1918, puis celle d'un syndicat des travailleurs du pétrole en 1935, modifie les rapports de force au sein des sociétés pétrolières. En 1936, le syndicat présente un projet de convention collective prévoyant notamment une augmentation des salaires. Refus des majors au prétexte qu'elles ne font pas de bénéfices.
La grève générale est déclenchée au milieu de l'année 1937, tandis qu'une commission d'experts gouvernementaux estime après enquête que la situation des majors est extraordinairement prospère. Le gouvernement exige que les revendications des travailleurs pétroliers soient satisfaites. Surestimant leur puissance, les majors s'obstinent dans leur refus. Nuestra contestación es definitivamente no. Puis c'est le coup de théâtre du 18 mars 1938. Dans un discours resté célèbre, le président de la République, Lázaro Cárdenas, grande figure de la gauche mexicaine, proclame la nationalisation des 17 compagnies étrangères anglo-américaines qui contrôlent l'industrie pétrolière. The president of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dans un grand élan de solidarité, le pays entier se mobilise pour venir en aide aux ouvriers du pétrole que les grèves ont acculés à la misère. La compagnie nationale Pemex, Petróleos Mexicanos, remplace alors les compagnies étrangères. Mais le Mexique va le payer au prix fort. En guise de représailles, les majors expropriés retirent leur personnel technique et ordonnent le boycott pétrolier à l'exportation. Puis elles se rabattent sur le Venezuela, à l'époque plus docile. La production s'effondre et il faudra 10 ans au Mexique pour qu'il retrouve sa prospérité pétrolière perdue.